Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime tout en prenant un bon café. Je suis votre animatrice Audrey et comme à mon habitude, je suis avec mon amie, ma partner, ma très chère Catherine. Catherine, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ah, ça va pas trop pire, ça va pas trop pire. Je suis particulièrement heureuse parce que tout le monde est assises à la même table. Oui! On peut se toucher, c'est tellement le fun, on est de retour. On enregistre en vrai pour la première fois depuis novembre 2020, quand on a fait Mary Gallagher pis ça au cochon. Et on s'ennuyait donc une de l'autre. Maintenant, Maintenant, on peut être ensemble, on peut manger des beignes et boire du café ensemble. en se regardant des yeux. Oh. Alors, aujourd'hui, Catherine, dis-moi, quel café est-ce qu'on va boire? Aujourd'hui, on va boire un café qui nous provient de notre nouveau sponsor, qui s'appelle le Roasted Bean Box. Oh. C'est un café de l'Indonésie qui s'appelle Sumatra et qui a un très beau tigre sur l'étiquette. C'est un café 100% Arabica avec des notes de chocolat noir, de tabac et ça dit brown spices, en français, mélange d'épices. Oh, c'est trop mystérieux. C'est vraiment un très très bon café qui est doux. C'est une torréfaction moyenne. Je trouve que ça se prend bien le matin. C'est pas trop fruité, pas trop acide. Donc pour commencer la journée, c'est vraiment un parfait café. Et on remercie beaucoup le Roasted Bean Box d'avoir bien voulu nous soutenir et soutenir notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir fourni en café pour alimenter notre caféinomanie. Yes! Yes! Alors, en buvant cet excellent café, Oh yes. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui comme histoire de crime? Oh yes. OK. Je pense que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que t'avais envie de nous raconter, là. Oui. Alors, il est temps que je vous révèle une information qui va vous jeter à terre. Oh my god. Oh my god. Attachez-vous. Clic. Je mène une double vie. Oh Je mon ne suis Dieu. pas une podcasteuse à temps plein. En fait, je suis aussi autrice, écrivaine pour les intimes. Oh! Oh! J'ai écrit de la poésie, des nouvelles, des romans pour enfants et depuis 2 ans, je travaille sur une série de romans policiers historiques. Ça se déroule à Montréal en 1947 et ça met en scène un ancien détective du service de police de Montréal qui revient en ville après avoir combattu en Europe pendant la guerre et fait de l'occupation. Et avec sa femme journaliste et son meilleur ami, là je suis juste en train de raconter mon livre, qui est encore détective à la Sûreté de Montréal, ça s'appelait comme ça dans le temps, la Sûreté municipale, Et donc détective à la Sûreté municipale, mon protagoniste se retrouve mêlé à une histoire sordide de meurtre d'enfants. Mon roman, qui est le premier d'une trilogie, ça s'appelle Brébeuf. Allez l'acheter maintenant en librairie, c'est vraiment excellent. Yes, merci! Et donc ça a été publié en octobre 2020 aux éditions Triptyque. Bon. Pourquoi faire autant de shameless plug? Parce que tu le mérites, ma chère. Mais pas juste pour ça! C'est aussi pour dire que pour écrire mes livres, j'ai fait énormément de recherches sur l'histoire de Montréal et l'histoire du service de police de la ville de Montréal, et je me suis découvert une véritable passion pour les périodes de l'après-guerre à Montréal. Parce que c'est une époque ultra intéressante et ultra houleuse, qui était marquée par des scandales de corruption et d'ingérence dans le milieu de la police et de la politique. Oh! Oh! Color me surprised. Oh, color you very surprised! Le plus grand de ces scandales concerne un avocat et une commission d'enquête qu'il a instigé pour enquêter sur les ramifications entre le crime organisé et la police de Montréal dans les années 40. Oh, il était sur le payroll des Italiens. Oh! Pareil comme Nick Romano! Comme Nick Romano. Oh là là! Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de Pacific Plante et la commission d'enquête Caron. Et juste encore une salutation à un auditeur qu'on aime vraiment beaucoup, Sean, qui nous avait écrit pour nous demander qu'on en parle. Et ben, ça tombait vraiment parfaitement parce que Catherine est une experte dans le domaine. Alors, Sean, encore une fois, on te dit bonjour. On espère que tu vas aimer cet épisode parce que aujourd'hui, vous êtes gâtés. Vous avez l'experte avec vous. Catherine pourrait me parler des histoires de police pendant des soirées au complet. C'est tellement intéressant. Alors,
vraiment tout le monde, là, prenez-vous un bon café, installez-vous confortablement, ça va être super intéressant. On va mettre un peu de crème dans votre café et ça va être excellent. Yes! On se met de la petite musique jazz en fond, on sort nos suspenders puis notre whisky. Bon, on allume la petite lumière rouge en avant de chez nous pour signifier qu'on est une prostituée. Oh! Alors, pour faire mes recherches pour ça, parce que c'est ça, moi j'ai recherché beaucoup le travail de Pacifique Plante au sein de la police. Pour en apprendre un peu plus sur sa vie, j'ai consulté plusieurs pages du blog historique Mémoire des Montréalais, qui est le blog de la ville de Montréal. Si vous aimez l'histoire, c'est vraiment une super belle source parce qu'ils ont beaucoup de photos aussi, c'est super intéressant. J'ai aussi écouté un extrait de l'émission Aujourd'hui de l'Histoire, l'émission de Radio-Canada, qui est disponible en balado, dans lequel Marc Laurando parle de la vie de Pacifique Plante, donc Marc Laurando qui est journaliste. Finalement, j'ai lu le rapport de l'enquête Caron, donc l'enquête sur la corruption policière, et j'ai consulté quelques entrées de l'encyclopédie canadienne. Voilà, c'est la fin de mes sources. Êtes-vous prêts? Est-ce que je mette un peu de crème des années 40 dans votre café? Je suis tellement prête, j'ai mon scotch, j'ai mon bow tie, je suis prête. Voilà. Alors, notre histoire commence en 1945. On peut se mettre un petit peu, justement, de Alice Robbie et de Billie Holiday en fond pour se mettre dans l'ambiance. OK. L'histoire commence avec Harry Davis. Harry Davis est un Montréalais juif d'origine roumaine et il sort de prison. Il vient de purger 12 ans à la prison Saint-Vincent-de-Paul pour avoir fait des affaires avec Charlie Feigenbaum. Quoi? Charlie Feigenbaum? Est-ce que tu peux l'épeler? F-E-I-G-E-N-B-A-U-M. Feigenbaum. Oh! Oh! C'est comme arbre à figuier? J'imagine. Feigenbaum. Ça serait peut-être Feigenbaum. En tout cas. Les personnes qui parlent en allemand, écrivez-nous un peu de crème@gmail.com. Charlie Feigenbaum était un contrebandier d'héroïne. Donc, Harry Davis avait travaillé avec lui, il s'est ramassé en prison. En 1933, quand un des transports de Charlie Feigenbaum, un de ses transports de cocaïne et d'héroïne, est coincé dans le port de Montréal par la police, Feigenbaum décide de livrer tous ses complices à la police en l'échange d'une peine de prison moins sévère, d'où le fait que Harry Davis, notre juif montréalais, se ramasse en prison. C'est pas vraiment important qu'il est juif, outre le fait que, à cette période-là, à Montréal, il y avait une grosse faction du crime organisé qui était d'origine juive. Oh! Il appelait ça, en les bons termes de l'époque, en gros guillemets, la juiverie. Non! On va éviter de dire ça trop dans le podcast, bien sûr. On le dit. Donc Harry Davis sort de prison. Là, en 1945, tout va pour le mieux. Il sort de prison, il s'ouvre une maison de jeu au 1244 rue Stanley. Là-bas, on peut jouer au colon de Catan. On joue au colon de Catan, on joue au domino, puis des fois, on joue à Pigeon dans le lac. Mais là, je peux pas jouer à Pigeon dans le lac, j'ai pas danger. Mais t'es flotteur. Fait que là... Là-bas, au 1244 rue Stanley, on peut aller parier sur des courses de chevaux, on peut jouer au blackjack et à la roulette, et même jouer à un jeu mystérieux qui s'appelle la barbotte. J'allais dire, je pense que je sais c'est quoi, mais non, c'est je pense à la bésigue, qui est un autre jeu complètement. Je sais pas c'est quoi la barbotte, apparemment c'est pas légal de jouer à ça, on va jouer à ça au 1244 rue Stanley. Ok, Harry Davis, il est très smart, il utilise son influence et sa notoriété grandissante à Montréal, dans le milieu de la pègre, pour sécuriser, entre guillemets, son établissement. Il achète ainsi le silence des policiers, qui menaçaient de faire fermer sa maison de gambling, et il reçoit, par le fait même, le surnom de Edgeman. Il est l'homme frontière, l'homme interlope entre le crime organisé et la police. Je continue de préférer Feigenbaum. Feigenbaum. Et Monsieur Feigenbaum, il reviendra jamais dans l'histoire, mais c'est dommage. Là, en 1946, ça vire mal pour Harry Davis. Il est abattu en pleine rue par un de ses anciens croupiers, un homme du nom de Louis Berkowitz. Berkowitz avait une dent contre Davis parce qu'il voulait ouvrir sa propre maison de gambling, mais Harry Davis avait refusé de lui donner la permission. Ce qu'il avait dit, en fait, c'est qu'il pouvait ouvrir sa maison moyennant 20% des profits. C'est comme s'il faisait une franchise! Oui, c'est ça, il devait payer une cote. C'est ça! Sur un Tim Hortons. C'est le franchising du gambling. Fait que là, bon, Louis Berkowitz, il n'est pas d'accord avec cet arrangement-là et trouvait que c'était un bien mauvais accord pour lui. Alors, il a décidé de juste ouvrir sa propre maison lui-même sur l'avenue Mont-Royal, sans le dire à personne. Sauf que le mot s'est passé au sein de la police concernant son établissement de jeu. Et, tu sais, si les établissements de Harry Davis sont protégés parce qu'il y a un deal avec la police, ce n'est pas le cas pour tout le monde et ce n'est pas le cas pour Louis Berkowitz. Alors, la nouvelle maison de jeu de Berkowitz est fermée par la police une fois, 2 fois. Et là, Berkowitz entend dire que Harry Davis a mis sa tête à prix parce qu'il était insulté
par son affront d'avoir ouvert sa propre maison de gambling. Oh non, il y avait des posters avec sa tête, là! Il y avait des posters. Avez-vous vu cet homme? Il a ouvert une maison de gambling! Alors, Berkowitz est très inquiet, parce que sa tête est mise à prix. Alors, il se rend au 1244, Stanley, pour confronter Harry Davis. Il n'y a rien comme la confrontation dans la vie, pour, éclaircir les malentendus. Oui, oui, c'est ça. Sauf qu'au lieu d'aller confronter... Communication. Sauf qu'au lieu d'aller confronter Harry Davis, il l'a tiré dans le chest à 2 reprises, en pleine rue, devant son édifice. Ouais, on vous le recommande pas, les amis. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Voilà. Alors, Davis est transporté à l'hôpital, mais on est en 1946, puis les ambulances, mais c'était pas tant une chose à l'époque. Fait que, donc, il meurt pendant, tu sais, à pendant l'hôpital. que les gens sont comme, ce serait pratique qu'on ait comme une auto qui sert juste à ça. Ça existait pas un encore. taxi, mais pour l'hôpital. Oui, comme un taxi pour les gars de la PEG qui sont tirés devant leur établissement pour aller les sauver. Mais malheureusement, Harry Davis va mourir au courant de la journée ou du lendemain. Et ensuite, Berkowitz, il a un cas de conscience et décide d'aller se rendre à la police. Mais après avoir confessé son crime au journaliste Ted McCormick du Montreal Herald, en dénonçant aussi tout le scheme de corruption policière qui permettait à Harry Davis d'opérer sa maison de gambling. Oh non! Berkowitz est condamné à prison à vie, et exit Berkowitz, là, c'est la fin de cette histoire-là. Tout ça, ça met la table pour Pacific Plant. Avec les révélations de Louis Berkowitz au Montreal Herald, le problème de la corruption policière à Montréal est révélé dans toute son ampleur au public. Pacific Plant, un avocat, travaille à l'époque comme greffier à la cour municipale qui s'appelait la cour du Recorder. Recorder? Oh, OK! C'était la cour du Recorder! Donc, il travaillait à la cour du Recorder, et il était un petit gars de Montréal, Pacific Plant. Il avait grandi dans l'arrondissement Plateau-Montréal. Il avait fait des études classiques au Collège Sainte-Marie. Oh! Pacific Plant a mi-trentaine à ce moment-là. Au moment fait que pour l'époque, c'est vieux. Ouais, pour l'époque, c'est vieux. Puis tu regardes des photos de lui, puis il a l'air vieux, puis tu comprends pas qu'il y a juste comme mi-fin trentaine dans toute l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Pacific Plant, il y avait des belles petites lunettes rondes, en plus. C'est bien cute, en tout cas. Pacific Plant, en travaillant à la cour municipale, il est au fait de tout ce qui se trame d'illégal dans les coulisses de la ville. Par exemple, il voit une certaine Anna Labelle, dite Madame Émilie Beauchemin, à la cour du Recorder plusieurs fois. Anna Labelle est considérée par plusieurs comme la tenancière la plus importante du Red Light montréalais. That's where it's at. That's where it's at. Anna Labelle a été arrêtée pour la dernière fois en 1939 et par la suite, elle s'est fréquemment présentée à la cour pour aller faire payer la caution de ses tenancières et les faire libérer. Oh. Fait que là, elle arrivait là-bas, là, en limousine, avec son manteau de fourrure, et elle se pavanait dans la cour municipale, et tout le monde savait que c'était une tenancière d'établissement de désordre, et elle allait bail out ses autres tenancières. Je pense que c'est comme un des personnages les plus intéressants que j'ai jamais entendu. Elle est incroyable, Anna Labelle. Il y a tellement de belles histoires à propos d'elle. Donc, c'est le genre d'activité dont Pacific Plant est témoin à la cour du Recorder, et lorsque Pacific, qui était surnommé Pax, parce que Pacific, c'est paix, latin, Pax. Bon. Oh! Pax Plant! Oh! Alors, Pax, quand il a vent de l'ampleur du scandale de corruption policière à Montréal, avec Louis Berkowitz qui va voir le journaliste du Montreal Herald, il va discuter de la chose de la corruption policière avec Fernand Dufresne. Fernand Dufresne était alors le chef de la police de Montréal, de tous les policiers. Et Pacific Plant propose à Dufresne de rendre l'escouade de moralité encore plus efficace en la réformant. Parce qu'à l'époque, existait déjà une escouade qui avait pour objectif de faire fermer les établissements de gambling et de s'occuper de toutes les activités illégales à Montréal, dont la prostitution, le gambling, etc. Fernand Dufresne, le chef de la police, il est en fin de carrière. Et il hésite un peu à faire un gros changement comme ça parce qu'il veut pas trop brasser l'eau sale, tu sais. Mm. Mais finalement, il offre à Pacific Plant de devenir le directeur adjoint de l'escouade de moralité de la ville, pour laquelle Plante agissait déjà à titre de conseiller juridique. Donc lui, il était déjà un peu impliqué avec l'escouade de moralité, et Fernand Dufresne lui dit « Tu peux devenir le directeur adjoint maintenant, puis oui, tu peux la réformer comme tu veux. » Il offre ça à Pax de manière officieuse, justement parce qu'il veut pas que les élus de la ville qui, entre guillemets, bénéficiaient de connivence, comme disait Marc Laurando, soient au courant de cet arrangement-là. On se la table! Hush, ouais. L'objectif de la manœuvre, c'est de mettre fin, une fois pour toutes, à la protection du vice criminalisé à Montréal. C'est que, justement, l'histoire d'Harry Davis et de la protection de son établissement par les policiers corrompus, malheureusement, c'était une réalité qui était très, très répandue à Montréal et qui était connue par beaucoup de personnes qui étaient dans le milieu policier, mais aussi le milieu politique, c'était simplement pas connu du public. Donc ça opérait en catimini depuis longtemps, ces pratiques-là.
La protection de la police avait le bras très long. Plus long que celui de la justice. Et les policiers de la ville acceptaient des pots de vin pour protéger les établissements. Donc, des pots de vin pour protéger les établissements de jeu et de prostitution, surtout, dont les fameuses maisons closes du Red Light. Donc, c'est ça les arrangements qui existaient entre la police et le crime organisé. Puis on va arriver plus en détail là-dedans un petit peu plus tard en parlant de la commission. Je vais vous donner des exemples des pratiques qui se passaient à cette époque pour limiter, disons, l'impact du travail de la police sur le crime organisé. Alors, entre en scène le sympathique Pax Plante avec ses lunettes noires puis sa petite moustache, là. Oh! Et il réforme l'escouade de moralité. Donc, qu'est-ce que c'est l'escouade de moralité? Je vous l'ai déjà expliqué. Je l'avais écrit dans mon script. J'avais bien pensé mon affaire. C'est bien fait. Donc, c'est l'escouade qui s'occupe de la moralité. Non, mais pour vrai, c'était l'escouade de police qui voulait faire... le moral des gens. Ouais, ils se promènent avec un moral meter dans la rue, puis les checks si les gens sont moraux. Toi, là, t'as trouvé un 20$ à terre, tu l'as redonné à personne, hein? Ouais. Toi, je t'ai vu là-bas kicker un mendiant. Hey, ton moral meter, il est brisé, envoie dans la prison. Je t'ai vu cracher sur un enfant dans la rue. Je t'ai vu kicker un papier. Oh non! Alors, c'est ça, l'escouade était responsable d'enforcer des lois concernant la tenue morale de la ville. Donc, il s'occupait de tout ce qui avait trait à la pègre, le gambling, la contrebande, la prostitution, etc. Dans le temps, le Québec était le seul endroit dans le coin qui n'était pas régi par des lois de prohibition, et c'est une des raisons pour lesquelles le crime organisé à Montréal était tellement important. Parce qu'aux États-Unis, la vente d'alcool était illégale pendant longtemps. Paraît que c'était la même chose en Ontario. C'est ce que j'ai entendu dire de mes les petites lois recherches. étaient beaucoup plus serrées en Ontario. C'est ça. Fait que là, ce que ça a occasionné, c'est la création d'un red light à Montréal où tout était permis et où il y avait beaucoup de gens qui transitaient justement pour profiter de toutes ces institutions-là. Au Québec, on était comme « Oh non, on n'arrête pas de boire! » Oh, on n'arrête pas de boire! Eh, dans Saint-Jean, pas de boisson! Hein? On va t'ouvrir des établissements de plaisance pour les marins! Voilà. Faut que ça ait du fun des marins! Fait que là, on va faire un portrait du poon des années 40. À l'époque, la prostitution était un problème pas mal problématique, pour employer une belle répétition, ayant pour but de mettre l'accent sur le problème. Voyez-vous, il y avait la guerre. Là, on est en 1945. Oui. Il y avait la guerre avant. Et la guerre, ben, ça fait qu'il y a des soldats. Et comment ils voyageaient les soldats? C'est pas une raison de se faire mal. Ah? La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Non, c'est pas une raison de se faire mal. Bon, fait que c'était aussi une raison d'avoir du fun dans le Red Light. Pas avoir du fun. Et comment voyageaient les soldats à l'époque? Ils voyageaient pas en Segway, malheureusement. Ils voyageaient en bateau. Et il y a un port à Montréal. Oui. Là, soldats, bateau, port, Montréal. Et les soldats, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la boisson pis les femmes. Oh oui! Oh! On les comprend. Alors, depuis aux alentours de la Grande Guerre en 1914, tu sais, un quartier s'était organisé proche du port pour répondre à cette demande grandissante de rhum, de femmes et de bière, nom de Dieu. Mais ça, c'est Griffintown? Non, ça, c'est le Red Light. OK. Donc, c'est juste à côté du port. OK. Et ça va de Saint-Urbain à Saint-Denis. OK, ouais. D'ouest en est. Et de Saint-Antoine au sud à Sherbrooke au nord. C'est vraiment proche du Vieux-Port. Ouais. C'est ça. On appelait ça le Red Light à l'époque, juste fun fact, parce que souvent les maisons de prostitution s'affichaient en mettant une ampoule rouge devant la maison, tu sais, comme une petite lumière extérieure. C'est plus facile à repérer la nuit. Ah, regarde là-bas, il y a une lumière. Oh, c'est un établissement de femmes de désordre. Par là, on va suivre les lumières rouges. Oh! Dans le rayon de Saint-Urbain-Saint-Denis, Saint-Antoine à Sherbrooke, c'est pas très gros, tu sais, comme quartier. On pouvait trouver en moyenne 2 établissements de jeu ou de prostitution, ou les 2 à la fois, par coin de rue, en voyageant d'est en ouest. Et maintenant, ce sont des Tim Hortons! Maintenant, ce sont tous des cafés de hipsters! Alors, il y avait au moins 2 maisons de prostitution, plus des maisons de jeu, d'est en ouest, dans ce quartier-là. Et il y en avait aussi à l'extérieur de ce périmètre-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard, il me semble. Là-dedans, il y avait du poon pour tous les goûts. Il y avait des mineurs, mais pas beaucoup de mineurs. Les gens pensent souvent que ces affaires-là, c'est lié à la prostitution juvénile. C'était pas vraiment le cas. C'était majoritairement des jeunes femmes dans la vingtaine. Mais il y avait aussi des vieillardes de 30 ans et plus! Oh, les vieilles marantes de 30 ans! Oh! Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. La plupart étaient des femmes qui étaient majeures et vaccinées. Pas vraiment vaccinées, mais des femmes adultes. Bon, dans la vingtaine, c'est la majorité des prostituées à cette époque-là. Là, je vous fais un petit portrait démographique. C'était très varié en termes d'âge et en termes d'occupation et en termes d'éducation, mais ce n'était pas très varié en termes d'ethnicité, parce qu'apparemment, les minorités ethniques ne composaient que 4% des prostituées à l'époque. Oh! Donc, c'était surtout des caucasiennes.
Oh! Les prostituées à l'époque étaient aussi appelées des catins, des guidounes et des guidailles. J'aime bien ces termes-là, c'est beau. J'aime vraiment ces mots-là, personnellement. Là. Oui, c'est beau, n'est-ce pas? C'est le fun à dire, guédaille. C'est très le fun, guidaille. C'est intéressant de réfléchir à toutes ces questions de la prostitution-là, parce que ça a beaucoup changé à travers le temps, et c'est très différent des portraits de la prostitution qu'on a aujourd'hui à Montréal. Par exemple, sur la question de l'ethnicité. Parce qu'on pourrait se dire, OK, les immigrants, immigrantes, ça va être des gens qui vont être peut-être plus dans la pauvreté, qui vont avoir moins de tissu social, plus de difficultés, tu sais, à se débrouiller. Fait que là, les femmes pourraient se tourner vers la prostitution. Mais non, à l'époque, selon Daniel Lacasse, qui a écrit un livre sur la prostitution à Montréal dans les années 40, de 1945 à 1970, ça s'expliquerait par l'idée que les immigrantes, à l'époque, justement, avaient un meilleur tissu social que les gens qui étaient nés à Montréal. Ah, ils étaient comme mieux entourés. Oui, dans leur communauté. Oh! Parce que t'étais, mettons, une immigrante italienne, puis là t'émigrais ici, mais t'allais vivre dans le quartier avec tous les autres Italiens. Puis justement, si t'étais dans le trouble, ben tu pouvais te tourner vers tes voisins puis recevoir de l'argent. Les gens qui étaient nés ici, qui étaient plus issus de la pauvreté, avaient un moins bon tissu social que les immigrants et immigrantes. Ah, c'est super intéressant! C'est intéressant, n'est-ce pas? Wow. C'était très différent à l'époque. Je pensais que c'était peut-être plus le racisme systémique qui aurait pas bénéficié de la même protection de la police puisqu'elle venait d'ailleurs, mais non, c'est vraiment intéressant comme explication. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, oui. Le portrait de la prostitution, c'est ça, était très différent à l'époque d'aujourd'hui. Puis on n'entrera pas dans les gros débats sur est-ce que la prostitution c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Bon, on va y revenir un petit peu, mais il y avait des questions de moralité aussi qui entraient en ligne de compte. Est-ce que la prostitution c'est un abus fait aux femmes? Est-ce que les femmes ont le droit de choisir? Est-ce que c'est des questions aussi qu'on se posait un peu à l'époque, mais pas tant que ça. Okay. Donc il y avait un regard qui était jeté sur la prostitution, qui était un petit peu similaire aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais en gros, la situation était différente, dans la mesure où c'était majoritairement des jeunes femmes issues de Montréal qui se prostituaient. C'est intéressant de noter que la plupart de ces femmes-là avaient, pas la plupart, mais une grosse partie de ces femmes-là avaient aussi un autre travail et d'autres sources de revenus, puis c'était vraiment comme un métier pour arrondir tes fins de mois en prostitution. Side hustle! C'était un petit side hustle, la prostitution. À l'époque, il y avait, oui, du vagabondage, comme de la sollicitation dans la rue, mais surtout, c'était organisé. Il y avait des maisons de désordre, exactement, qui étaient tenues par des tenancières, et il y avait comme une espèce de hiérarchie aussi, dans le sens où les établissements les plus réputés de prostitution existaient, bien sûr, en dehors aussi de ce petit périmètre du Red Light-là, et justement se trouvaient plus au nord, un peu plus au nord de Sherbrooke, et un peu plus à l'ouest de Saint-Urbain. Oh! Donc, justement, par exemple, ça s'appelait Faubourg au Récollet, où est-ce qu'il y a comme la rue Crescent aujourd'hui, le coin de McGill, Concordia et tout. Dans le musée des Beaux-Arts! Dans le coin du musée des Beaux-Arts! Oh! Il y avait beaucoup d'établissements de prostitution, et c'était les établissements qui étaient plus réputés, comme ceux qui se trouvaient justement à la hauteur de Mont-Royal, puis maintenant la Plaza Saint-Hubert. Mais c'est le quartier un peu plus riche de Montréal, où est-ce qu'il y avait des anglophones. Ça se rapproche de ça. Ouais. Pour l'Ouest, oui, ça se rapproche de ça. Donc, c'est ça. Il y avait une certaine hiérarchie. C'était quelque chose qui était fait par des femmes qui, souvent, avaient un autre emploi. Parfois par des femmes qui étaient mariées. Parfois, leur mari était au courant. Parfois, il l'était pas. Mais dans tous les cas, non, il y avait un portrait de la prostitution qui est très, très varié. Des femmes qui venaient de plein de sortes de milieux différents, qui étaient dans plein de situations différentes. Alors, le Red Light sévit depuis une trentaine d'années environ au moment où Pax Plante entre en jeu et réforme l'escouade de moralité pour en prendre la tête. À l'époque, diverses questions préoccupaient les gens par rapport au Red Light. Certains avaient peur des maladies, parce que laissez-moi vous dire que ça y allait par là dans le Red Light. En janvier 1944, l'armée canadienne a fait une déclaration publique comme quoi il y avait environ 4000 soldats qui étaient atteints de maladies vénériennes et qui venaient du district de Montréal, et 45% de ces cas-là avaient été contractés dans le Red Light. Oh my god, puis après on amenait ça en Europe, pis let's go! Ça se donnait par là! Fait qu'on va serrer nos perles. C'est l'ALENA! C'est comme ça que ça s'est fondé! On en a pas parlé! Mais là, l'armée menaçait d'interdire l'accès à Montréal à ses soldats. Oh! C'était rendu à ce point-là. Fait que là, le maire de Montréal s'est empressé de faire, entre guillemets, fermer le Red Light. Ça c'est... Parce qu'on veut encore le tourisme militaire, mais on veut pas le tourisme de poune. Mais là, c'est ça. Fermer, entre guillemets, c'est un grand mot. C'est assez... Là, on est en 1944, donc c'est à partir de ce moment-là que comme l'escouade de moralité commence à vraiment, break down là, sur la prostitution, puis que ça devient leur priorité, tu sais. Mais
ils sont moyennement efficaces. Ok. Bon, Faites pas ça. arrêtez donc, là! Ok, je vais vous suivre dans votre chambre, madame. Bon. C'est tellement bien demandé. Ça! Fait que c'est pour ça que Pax Plante arrive avec sa réforme de son escouade de moralité, parce qu'on veut se débarrasser de la prostitution à cause des maladies vénériennes, mais aussi parce qu'on craint beaucoup pour la traite des blanches. Ah oui? Oui! C'est intéressant. Fait que là, surtout pour l'escouade de moralité, surtout pour Pax Plante, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait justement libérer ces femmes-là, comme si les femmes n'avaient pas la possibilité de choisir d'entrer dans la prostitution. Ce qui est très réducteur comme point de vue, mais en temps 1945, là, il faut leur placer dans l'époque, et c'était pas possible pour Pax Plante et les hommes de l'escouade de moralité que les femmes décident d'entrer dans la prostitution en pleine connaissance de cause, mettons. Mais comme là, tu dis « traite des blanches », est-ce qu'il y avait du trafic humain à l'époque? Honnêtement, je sais pas. OK. Mais ce qu'on a comme portrait de la prostitution à l'époque, c'est différent de ce qu'on a aujourd'hui, dans le sens où, habituellement, les femmes qui avaient des problèmes de consommation n'avaient pas le droit de travailler dans des établissements. OK. Parce que, justement, les établissements avaient des réputations à tenir, tu sais. Puis dans ce temps-là, les gros problèmes, c'était l'alcoolisme. Donc, les femmes qui étaient alcooliques, habituellement, n'avaient pas leur place dans les maisons closes. Ça se peut qu'elles faisaient du vagabondage on the side, puis qu'elles étaient prostituées à leur compte, mais dans le temps, les établissements étaient, entre gros guillemets, clean. OK. Et il y avait moins de questions d'utiliser la prostitution comme moyen pour obtenir de l'alcool ou obtenir de la drogue, ou tu sais, parce que t'as des problèmes de dépendance à des substances et tout. Les games de pouvoir étaient très différentes. Et ce qu'on en a comme idée, c'est que, oui, il y a une certaine coercion dans le sens où, quand t'as plus du tout de possibilité de faire de l'argent dans la vie, tu vas peut-être te tourner vers ça pis t'es un petit peu désespéré, mais en même temps, il y a plusieurs femmes qui étaient dans ce milieu-là, qui appréciaient beaucoup ce milieu-là. OK. Et qui étaient là de plein gré. Mais bien sûr, Pax Plante, lui, ne pensait pas que c'était quelque chose qui était possible. Donc lui, il voulait faire fermer l'escouade pour la question de la traite des blanches. La mairie à Montréal, l'institution politique, voulait faire fermer le Red Light pour les maladies vénériennes. C'était les deux grosses motivations. Santé et sécurité au travail. Santé et sécurité au travail. Donc, le 7 août 1946, Pacific Plante lance ce qu'il appelle sa campagne d'assainissement de la ville. Oh! C'est une véritable croisade contre le vice commercialisé. Contre le poon et le vice commercialisé à Montréal. Ce qui s'attaque aussi au crime organisé. On a parlé beaucoup de la prostitution parce que ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai fait des recherches, donc je voulais vous en parler un peu. Bon. Pacific Plante, il fait fureur. Automatiquement. Comme auprès du peuple. La fureur. Et il est perçu comme un justicier incorruptible. Comme notre Elliot Ness. Donc, lui, c'est celui qui va purger la ville. Tu sais. Il nous débarrasser de la mafia et de Al Capone. Oh! Certains craignent que Pacific Plante soit trop austère et trop sévère. Mais il n'en est rien. En fait, Pacific Plante, il aime la vie. Oh! Il a un grand sens du spectacle. Il a un grand sens des arts. Il a une sensibilité artistique. Il fait de la magie. Il a déjà collaboré avec Gratien Gélina pour l'écriture de revues comiques. Bon. Alors, Pacific Plante, il en a pas du tout après les arts. Et il en a pas après les gens qui veulent avoir du fun. Non. Il veut sauver les femmes. c'est ça son but. Ce qu'il veut, c'est appliquer strictement et rigoureusement la loi. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas empêcher les gens d'avoir du fun. Mais on peut quand même faire des jokes. On peut quand même faire des jokes, puis on peut quand même laisser des cabarets ouverts. Faut juste arrêter de faire du gambling illégal en arrière. Arrêtez de vous donner des maladies, mon petit gang de paperas. C'est ça. C'est un juriste. Ce n'est pas un castle party, Pacific Plante. Ah. Pacific Plante commence sa croisade contre le vice, et celle-ci est immédiatement très, très médiatisée, surtout à cause des efforts de Plante lui-même. En effet, il convoque des journalistes à des descentes de police et s'assure que les efforts de l'escouade soient discutés dans les journaux et sur la place publique. Il a vraiment le sens du spectacle, et c'est surtout pour ça qu'il se fait connaître par le public, et que tout le monde est comme « Oh mon Dieu, non mais incroyable, cet homme-là, quel homme! » On peut l'accompagner dans des descentes! Oui, on peut se pointer là puis prendre des photos! Pour vrai! Est-ce que les journalistes maintenant peuvent faire ça? Honnêtement, je sais pas. Je pense que ce serait peut-être trop dangereux. Parce que dans je sais pas pourquoi il fait ça. Il l'engueule, le journaliste qui est ici partout. Ouais, je sais. Les gens aimaient pas plus les journalistes à l'époque. Non. On va s'entendre là-dessus, là. C'est ça. Donc, les gens sont de son bord. Oh. Les dénonciations par rapport au crime organisé fusent de toutes parts. Donc, les gens appellent à l'escouade pour stouler du monde. Des voisins. C'est une bonne idée, la concurrence. La mafia. On va y revenir, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des voisins qui appellent. Moi, je pense qu'il y a une maison de prostitution à côté de chez nous. Il y a la concurrence qui appelle. Moi, là, je run une maison de gambling, puis je connais une autre maison de gambling, puis je pourrais vous donner son adresse.
Puis il y a aussi les gens qui se sont tranquille. fait voler. Moi, j'étais allée jouer à la barbotte au 1244 rue Stanley pour m'a volé mon porte-monnaie. Puis il y a aussi les gens qui se sont fait battre. Moi, j'ai essayé de voler dans le cash register au 1244 rue Stanley, puis je me suis fait tabasser par le bouncer. Arrêtez, les arrêter! Allez les arrêter! Puis une gang de voisines et cornifleuses. Une gang de voisines et cornifleuses. Donc, le public est du bord de Pacifique et accepte de l'aider à mener sa croisade contre le vice. Yay! Oui, on va t'aider! L'escouade de moralité multiplie les descentes dans les bordels. Oh! Et les maisons de gambling, d'abord, toujours en invitant les journalistes à se joindre à eux pour révéler au grand jour toute la chenaille des bas-fonds de Montréal. Plusieurs établissements sont fermés, dont des maisons de passe. Hey, là, c'est un truc de synonyme de comment parler d'une maison de prostitution, là. Je vous ai donné tellement de synonymes. Donc, une maison de passe. On ferme aussi les débits de boissons illégaux, les maisons de roulettes et les maisons de barbotte. Oh! Je veux tenir ça, une maison de barbotte, c'est malade! Je sais. Wow! Le crime organisé est donc privé d'une partie de ses revenus. Un fait d'armes de plantes. Il réussit à faire arrêter et condamner un autre Harry Shipp, qui est un des nouveaux rois de la pègre montréalaise, après le décès de Harry Davis en 1946. Va falloir qu'on change de Harry. Il va falloir qu'on change de Harry, maintenant on est rendu à Harry Shipp. Mais là, l'affaire, c'est que Harry Shipp, il tenait des maisons de jury de Paris partout. Oh! Et il était un petit peu comme Madame Anna Labelle, la tenancière. Il était un petit peu intouchable, tu sais, parce qu'il y avait sa main un petit peu partout, puis il y a des contacts un petit peu partout. Et il a été coincé par Pacifique Plante dans une de ses maisons de jeu en 1946. Il a barré la porte à l'extérieur. Il était comme clic, puis il a appelé les avocats. Ils allaient à la cabine de téléphone, là. Ça commençait dans ce temps-là, les cabines de téléphone. Il allait au coin de la rue, cabine de téléphone. Puis là... Les Gen Z qui nous écoutent sont comme les quoi? Les quoi? Fait que Harry Shipp, malgré le fait qu'il était représenté par les meilleurs avocats du crime organisé, il est tout de même condamné à 6 mois de prison. C'est pas beaucoup, mais ça envoie tout un message au crime organisé. On vous a à l'œil! On vous a à l'œil, puis là, on n'arrêtera pas, puis on n'est pas achetable. 'Cause we can't stop. And we won't stop. Fait que là, en 1946, tout arrive en 1946, on dirait. Fernand Dufresne, le chef de la police, il prend sa retraite. Et le conseil municipal doit choisir son remplaçant. Ils ont le choix entre 2 candidats. Oh! Là, ça prendrait la musique de The Price is Right. Oui. Premier candidat, Albert Langlois, ancien militaire, très traditionnel, amateur du statu quo. Second candidat, Pacifique Plante. Une belle tête de cheveux, des petites lunettes, une petite moustache. La réforme, le changement, c'est l'avenir, un pas vers l'avant. Et là, le conseil municipal nomme Albert Langlois, directeur de la police. Si bol! Et Pax Plante, assistant directeur de la police. Toujours responsable de l'escouade de moralité. Assistant branch manager. Assistant branch manager. Et là, en 1947, Pax Plante initie un autre vent de renouveau au sein de la police. Il crée la première escouade permanente de femmes. Oui! Mon sujet de conversation préféré. Ça s'appelle l'escouade de moralité juvénile, Oui. qui va après ça devenir le bureau de la sûreté. Oh! Je sais pas pourquoi. Ah! Ils ont changé de nom. C'était trop mélangeant, escouade de moralité juvénile, tu sais, un mot Ouais, de plus, puis là, les policiers étaient comme « What? » Puis ils savaient Je suis plus. mêlée, je suis encore allée dans le mauvais bureau. Oh, ils disaient, il y a plein de femmes ici, que c'est ça! Ew! 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 Cette histoire, ça ne concerne en rien l'histoire de la commission Caron, mais je tiens à en parler parce que, tristement, quand on cherche l'escouade de moralité juvénile sur Google, la 5e suggestion est un article sur mon roman. Je trouve ça très plate qu'il n'y ait pas plus de monde que ça qui parle de ces femmes-là. Alors je veux leur donner un peu de visibilité. Oui. Donc ce qui est arrivé, c'est que pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, il y avait eu des femmes qui avaient été engagées par la police, surtout pour faire du travail de secrétariat, parce que, on a des beaux petits doigts pour taper ces petits dactylos. Clic, 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 les machines à écrire, clic, clic, clic. Les beaux grands ongles. Fait que là, il avait été engagé, puis il était comme, c'est vraiment le fun de vous avoir ici, mesdames. Puis les madames étaient comme, oh, on est vraiment contente d'être là, même si tout le monde est vraiment sexiste, puis essaie de nous pogner les fesses à travers nos jupes. Puis là, en 1918, les hommes sont revenus de la guerre, puis le dirigeant, le chef de la police a fait comme, on a plus besoin des autres, là, on a des doigts, nous autres, taper ces machines à écrire, on est capable. Fait que là... On est tanné que ça sente bon ici. Ouais, c'est ça. On veut que ça sente le swing, puis le cigare. Fait que là, ils ont mis les femmes à la porte. Puis en 1947, Pax Plante a dit « Ok, moi, c'est un petit peu tweet, là, cette histoire-là. » Fait que là, il a fondé une escouade où les femmes allaient être embauchées de manière permanente. Parce qu'on est en 1947, puis les hommes sont revenus de la guerre, OK? On n'a plus besoin des mains d'hommes pour taper ces dactylos, là. On peut avoir des mains de femmes aussi. Mais là, ces femmes-là n'étaient pas des secrétaires. Ces femmes-là étaient des surveillantes des mœurs publiques. Okay. Wow! Wow! Donc, l'escouade de moralité juvénile s'occupait de la question de la prostitution pour les mineurs, très marginalement, mais surtout des fugues, qui à l'époque étaient appelées les désertions, et surtout sur la délinquance juvénile.
c'est un... Il court après les enfants. Il courait après des enfants dans la rue, puis retourne chez vous, là. Avec un bâton. Il est passé 8 heures, là. Bon, Hey. c'est un petit pas pour Pax Plante, mais quand même un énorme pas pour la condition des femmes, parce que là, les femmes sont des vraies policières, c'est des gendarmes, c'est des agentes. Mais là, c'est pas gagné pour autant. Tout ça n'est pas gagné pour autant, parce que les femmes sont victimes d'un sexisme pas mal épouvantable au sein de la police. Attends, je vais mettre mon chapeau avec écrit surprise. Surprise dessus, on va mettre notre petite casquette surprise. Oui. Fait qu'elle se faisait regarder de haut et n'avait pas vraiment de pouvoir. Elle s'occupait de la délinquance juvénile et aussi de la désertion parce que les hommes considéraient que c'était pas vraiment des problèmes qui méritaient qu'on s'y attarde. Fait que c'est correct, c'est des moindres tâches, on va les donner aux femmes. Et en plus, les femmes étaient limitées dans leurs possibilités d'habillement, dans le sens où elles étaient obligées de porter un uniforme qui était une jupe. Fait que là, quand elles devaient se promener en tramway dans la ville, là, elles avaient pas le droit de s'asseoir parce que c'était indécent, parce que leur jupe était comme trop courte pour qu'elles soient assises dans le tramway. Mais il aurait pu leur donner des jupes plus longues! Je le sais qu'il aurait pu, il y avait de mauvaise foi, moi je décide qu'il était de mauvaise foi. Et en plus de ça, il avait pas le droit de porter une arme. Même pas de matraque. Non. Fait que là, s'il voyait quelque chose... Même pas un fouet! Non, même pas un fouet. Même pas un fouet, même pas un taser. Fait que là, ce qui se passait à l'époque, j'en ai parlé dans un autre épisode déjà, mais ce qui arrivait à l'époque, c'est que les policiers avaient pas souvent des armes sur eux, mais je veux dire, les détectives avaient le droit d'avoir des armes, tu sais, ça dépend du contexte. Bien sûr, les gendarmes, ils patrouillaient pas dans la rue à pied avec une mitraillette, là, on n'est pas dans un état fasciste. Fait que là, ce qui arrivait à l'époque, c'est que quand t'étais un beat cop, quand t'étais un patrouilleur, toi pis ton partner, marchaient dans la rue. Pis là, ton carré, là, c'est, mettons, Saint-Denis, de Sainte-Catherine jusqu'à Maisonneuve, puis là, après ça, jusqu'à l'autre rue à côté, puis là, tu redescends, puis tu reviens à Saint-Denis. Puis là, tu marches ton carré avec ton partner, là, puis tu jases de ta vie, puis tout. Puis là, toutes les fois que tu repasses devant la boîte de police, qui est une ligne de téléphone connectée directement à la centrale de police, là, tu décroches le téléphone, puis t'es comme, oui, je suis le matricule, je sais pas, 1247, puis il se passe rien pantoute. Puis est-ce qu'il se passe quelque chose à la centrale? Non, il y a personne qui a appelé me parler. Cool, super, on recommence. Fait que là, ils reprennent leur... Bon. Fait que là, quand les femmes trouvaient des enfants en délinquance, puis avaient besoin d'aide, ben là, tu vas à la boîte de police, puis t'appelles à la centrale, puis tu dis, ben j'aurais besoin d'un agent qui a une matraque parce qu'il y a un enfant ici qui est en train de menacer de me tabasser ou quelque chose de même. Wow. Parce qu'il y avait pas d'armes! Fait qu'il était vraiment juste là pour spotter. Ouais, il était là pour spotter, puis il était là pour le principe, puis Pacific Plante faisait beaucoup de choses, justement, comme ça, pour le principe, parce que, justement, les efforts de Pacific Plante ont beaucoup mené, tu sais, ouvert la porte à la Révolution tranquille. Oh. Fait que c'est pour le principe, tu sais. On va donner des jobs aux femmes. Pour le principe de donner des jobs aux femmes, tu sais. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Puis là, juste pour finir l'anecdote, le terme péjoratif à l'époque qui est employé par les policiers pour qualifier les femmes de l'escouade de moralité juvénile, c'était des femmes polices. Fait que c'est pas des polices, c'est des femmes polices. Voilà. Aussi, la première femme qui a été nommée sergente a reçu le titre en 1950. Ça faisait 3 ans qu'il y avait l'escouade de moralité juvénile avant qu'il décide de donner une promotion à quelqu'un. C'est pire, 3 ans. C'est pas si pire que ça. Si ça vous intéresse, il y a un chapitre là-dessus dans Une histoire des sexualités au Québec, qui est un ouvrage collectif dirigé par Jean-Philippe Warren. Le chapitre a été écrit par Tamara Wires. Et vous pouvez aussi aller lire l'article sur mon roman qui pop-up dans Google. Vous pouvez lire le roman. Oh, vous pouvez lire le roman. Parce que, justement, moi, j'ai fait de la recherche sur l'escouade de moralité juvénile et j'ai intégré ça à mon livre. Bien sûr, c'est fictionnalisé, mais quand même, je pense que ça mérite... ça vaut la peine de parler de ces femmes-là qui ont vraiment changé l'histoire des femmes à Montréal. Et ben malheureusement, donc quand j'ai visité le musée de la police, j'ai pris une photo de la première promotion des femmes qui est sortie du gymnase de la police, c'est comme ça s'appelait à l'époque. Oui, puis t'as des photos aussi des femmes qui s'entraînent. Oui, j'ai des photos aussi des femmes qui s'entraînent. Et il y avait des noms écrits en bas de la photo. Fait que là, quand j'ai écrit mon épisode, je me suis dit, je vais aller regarder mes photos puis voir c'est quoi les noms des femmes pour pouvoir les nommer. Et j'ai réalisé que c'était les noms des hommes officiers qui les avaient entraînés puis qui étaient en avant de la photo. Non! C'est épouvantable, hein? Oh non! Et je suis vraiment désolée, j'ai pas pu avoir les noms de ces femmes-là. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent pis que votre grand-mère a peut-être était policière en 47, ouais. Écrivez-nous, on veut le savoir. On veut des histoires de femmes. Alors, c'est fini l'histoire de l'escouade de moralité. Je voulais juste en parler parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour cette histoire-là. Puis là, on est de retour à l'histoire de la corruption. Parce que, si ça peut en plus, vous rassurer un peu plus, les femmes n'étaient pas du tout visées par les enquêtes sur la corruption policière qu'il y a eu, là. Donc, les femmes qui travaillaient dans l'escouade de moralité juvénile, elles n'acceptaient pas de pot de vin de la part des petits schnappants. C'est pas ça qui se passait. Non! En tout cas, Pacific Plante a plein de beaux projets. Et Albert Langlois, le nouveau chef de la police, est un peu, jaloux de l'attention que reçoit Pacific Plante, qui est devenu la coqueluche des médias et du public. Ben, t'as juste à faire quelque chose, Albert.
Oui, mais en même temps, pourquoi faire quelque chose quand tu peux rien faire pantoute? Ah, j'avoue. Fait que là, Pacific Plante, il est charmant. Il a du charisme. Oh. Oh! Il est jeune, fin trentaine. Oh. Oh! Il y a des Et là, lunettes. Albert Langlois, il est tellement jelly qu'il va jusqu'à dénigrer Pacific Plante devant l'archevêché de Montréal. Oh, ça se fait pas. Et il n'est pas le seul à trouver Pacific Plante zélé parmi les élus municipaux. Par exemple, le maire Camillien Hood aurait qualifié Pacific de maniaque dans une lettre destinée à Maurice Duplessis. Ben voyons donc. Ouais, alors le public aime beaucoup Pacific Plante, les politiciens et les policiers beaucoup moins. Finalement, Albert Langlois formule une accusation de familiarité avec des prostituées à l'égard d'Armand Courval, qui est le bras droit de Pacific Plante. Oh non. Oui. Alors, il accuse Armand Courval d'avoir profité du plaisir des dames de désordre. D'avoir eu du fun. Et familiarité, c'est ça, avec les prostituées, c'est une accusation de fornication avec des escortes. Oh! Et là, bien sûr, Pacific Plante, il défend son bras droit. Et il est alors accusé d'insubordination et suspendu du service de police de Montréal. Ben voyons Le donc. 18 mars 1948. Et il est congédié définitivement en mai 1948. Ben non. Donc ça a duré 3 ans, son histoire d'escorte de moralité. 2 ans, en fait. Ben voyons donc. OK. Maintenant. Do you believe in life after the service de police de Montréal? C'est la prochaine section. Alors, ce n'est pas tout pour les aventures de Pacific Plante. Il s'est fait mettre à la porte, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toujours de l'espoir. He is stronger than yesterday. He is. Comme Britney Spears. Alors, il va faire un comeback. Oh! En 1949, Gérard Filion, le directeur du Devoir, propose à Pacific Plante de faire un comeback. Des fois, j'oublie que les noms de buildings, c'était des gens. Ouais, Gérard Filion, le directeur du Devoir. Yes. Oui. Donc, il propose à Pacific Plante de faire son comeback sous la forme d'une série d'articles publiés dans le Devoir et rédigés sous la tutelle de Gérard Pelletier, qui est un journaliste, pour exposer les bas-fonds de Montréal et toute la corruption qui régit les institutions de la ville. Un jeune avocat qui s'est illustré... Spill de tea, Pax Plante. Spill de tea dans une petite série de 3 ou 4 articles. Oh. Et là, un jeune avocat qui s'est illustré lors de l'histoire de la grève de l'amiante. Bonjour, les gens d'Asbestos. Bonjour, les gens d'Asbestos. Et bonjour, Jean Drapeau. Alors, Jean Drapeau, jeune avocat, un petit peu plus jeune que Pacific Plante, lui, il a comme 34 ans, Pacific, il a comme 38-39. Alors, Jean Drapeau se joint à eux pour s'assurer qu'il n'y a pas de libelles diffamatoires dans leurs articles. Oh. Et là, ils sont censés écrire 3 ou 4 articles ensemble, et finalement, ils vont en publier 60. Oh, il y en avait du tea. Oh, il y en avait du tea à Spill Pacific, et au fur et à mesure de la publication, la tension monte dans la société et dans les instances gouvernementales à Montréal, parce qu'on voit de plus en plus l'étendue de la corruption et de la complicité avec les élus municipaux, et que les gens sont en colère et veulent des sanctions et des réponses. Oh my God. Finalement, une liste des présumés fautifs est publiée dans le 60e article. Dans le dernier article. Oh my God! Dans le dernier article, après Heads avoir will roll. c'est ça, après avoir spill tout le tea, dans le dernier article, Pacific Plante, il nomme, il pointe et indique des coupables directement. J'accuse, comme Émile Zola! Alors, la liste comporte le nom des conseillers municipaux, des dirigeants de la police et de la majorité du comité exécutif de la ville, dont Omer Asselin, qui était le chef du comité exécutif de la ville depuis 10 ans. Oh, les claques sur les doigts. Oh là là là. S'en viennent. Suite à cette publication, les élus municipaux sont très narquois. Ils sont comme, ben c'est bien le fun, mais essayez donc de nous poursuivre, vous allez bien voir que ça marchera pas. Il y a des petites roulettes sur mes souliers, tu peux pas m'attraper. C'est une citation directe, bien sûr. Alors, Oui. suite à la publication des articles, Pacific Plante et Jean Drapeau décident de constituer une requête qui va servir de base à la commission Caron. Au début, Drapeau, il est réticent. Tu sais, Pacific Plante, il est bien zélé, là. Drapeau, lui, là, il a 34 ans. Il est veut pas marié, il a scraper des sa enfants. carrière. Il veut pas quoi? Il veut pas scraper sa carrière. C'est pas ça du tout. Oh! Il veut pas scraper sa vie de famille, puis il dit que sa femme, elle sera pas d'accord à ce qu'il travaille autant que ça, parce qu'il pourra plus jamais être chez eux. Oh, ok! Non, il veut pas scraper sa vie de famille. C'est pas sa carrière, ça a beaucoup aidé sa carrière, cette Ok, histoire-là. ok. Jean Drapeau, là, il était pas encore devenu maire. Ah!
Ben là, il finit par accepter quand même de faire équipe avec Plante. Puis leur idée, c'est de monter une requête pour présenter à la cour du récordeur, et faire ouvrir une enquête officielle sur la collusion dans le milieu policier et juridique à Montréal. C'est le genre de requête qui a déjà été entamée dans le passé. On le dit, ça fait longtemps que ça existe, les pratiques de corruption, mais les preuves étaient trop difficiles à obtenir, et ça n'a jamais porté fruit auparavant. Donc, Drapeau et Plante vont passer près d'1 an à formuler la requête et à amasser les preuves. Selon Jean Drapeau, Plante a fait alors un travail de recherche bénédictin et d'une minutie incroyable, en listant avec beaucoup de détails les différentes occurrences de collusion dont il avait été témoin, et en montant des preuves circonstancielles de béton. Finalement, la requête est acceptée. Wow! Si ça fonctionne, cette fois-ci... Vous allez shaker dans vos shorts! Ah là 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 là! Alors, si ça fonctionne cette fois-ci, c'est beaucoup à cause du travail de Jean Drapeau et de Pacifique Plante, mais aussi à cause de toute la médiatisation qu'il y a eu, la médiatisation de la collusion qui est encouragée depuis des années par Pacifique Plante. Donc là, ça fonctionne parce que non seulement ils ont des bonnes preuves, ils ont réussi à monter un bon dossier d'un point de vue juridique, mais aussi parce que le public est derrière eux. Oh, et il y a vraiment du mécontentement au niveau de la population. On veut du changement. On veut du changement, on en veut. Suite à la requête de Drapeau et Plante, s'organise une commission d'enquête dirigée par le juge Caron. Ça s'appelle la commission Caron. Plusieurs autres commissions d'enquête avaient eu lieu avant l'enquête Caron, qui s'intéressaient à la même problématique, soit le crime organisé, la collusion, la corruption, mais rien n'avait encore été fait. Fait qu'il avait enquêté, puis il avait dit oui, il y a de la corruption, puis de la collusion, puis tout, mais on sait pas quoi faire, puis on fera rien. Puis là, il y avait pas vraiment eu de conséquences. Bon. Mais là, la énième fois est la bonne. Yay! Cette fois-ci, il va y avoir des répercussions. Parce que ça a été bien fait, bien rempli. Bien pas de faute dans le nom à personne. Il y avait des belles petites lunettes. Oh, on peut pas dire non à Pax Plante. On peut pas, il est trop cute. Fait que là, la commission Caron est une entreprise colossale. L'enquête est présidée par le juge François Caron, qui donne son nom à la commission d'enquête. Et le juge Caron était apparemment un juge qui venait de Hull et qui avait l'habitude de mâchonner le bout de ses crayons parce que son dentier était trop lousse. Oh non! Mais c'est donc bien cute comme détail! C'est cute comme détail, hein? Je trouvais ça vraiment mignon. Fait qu'on apprend toujours plein de beaux détails comme ça à un peu de crime. On est contente de partager ça avec vous autres. Alors, dirigée par le juge Caron, l'enquête passe en entrevue 373 témoins en 150 séances. Beaucoup de monde. Qui ont duré 31 mois. Ça fait près de 3 ans, la commission d'enquête. Oh my God! C'est très exhaustif. Wow! C'est tout un processus. Et l'objectif de la commission d'enquête était de prouver 2 choses. D'abord, il existe un système de corruption, et ensuite, il y a une tolérance face à ce problème-là, de la part de la police. Tous les journaux vont couvrir l'enquête, et il va y avoir un véritable cirque médiatique autour de la commission d'enquête, qui sera surtout mené par Le Devoir. Les gens, tous les jours, vont aller assister à la commission d'enquête, surtout les journalistes. Tout le monde capote. L'enquête se déroule dans la chambre 24 de l'ancien palais de justice, qui est aujourd'hui appelé l'édifice Lucien-Saunier, situé au 155 rue Notre-Dame-Est. Oh! Oh! Donc ce n'est plus le palais de justice, c'est à côté du palais de justice actuel. On l'a tassé. On l'a tassé, vous pouvez aller le voir. Moi, j'aime bien ça, aller regarder les vieux buildings à Montréal. Oui. L'enquête Caron couvre, en gros, la période entre 1940 et 1950. Puis ça leur a pris 3 ans à passer à travers ça. C'est fun, ça. Et il faut que tu relises toutes tes notes, là. Et on en apprend, à travers les séances et les interrogatoires, beaucoup sur l'ampleur de la collusion et de la corruption. Puis là, c'est là que je vais vous donner des exemples. Bon. Mais quelle était cette collusion et corruption, me direz-vous? Quelle était? Quelle est-elle? Laissez-moi vous parler des pratiques peu recommandables dans la police à l'époque. D'abord, les tenancières d'établissements de désordre étaient souvent prévenues avant les descentes de police. Oh, il y avait un petit heads-up. Il y avait un petit heads-up, ça leur permettait de faire le ménage et cacher dans des choses incriminantes, peut-être. Oh. Comme des gens. Comme des gens, oui. Aussi, lorsqu'une tenancière influente était arrêtée par la police et qu'il y avait eu, je sais pas, un bris de communication, là, parce qu'ils s'étaient pas parlé entre eux, puis il y avait 3-4 policiers. Il y avait des bons policiers là-dedans, là. On parle de la corruption, mais je veux dire, il y avait des policiers qui faisaient leur job comme du monde. Là. Fait que quand il y avait une tenancière qui était arrêtée, celle-ci était condamnée, mais ne faisait jamais de prison, parce qu'à la place, elle envoyait ce qu'on appelait une, entre guillemets, tenancière de paille. Donc, elle pouvait envoyer une autre tenancière faire de la prison à sa place. Un petit peu comme ils font souvent dans le crime organisé. On voit ça dans les films de mafia, là. Tu vas pas envoyer... Oui, c'est ça. Tu vas pas envoyer le capot de la mafia, tu vas envoyer son fils ou son frère ou son cousin ou bon. Donc, ils envoyaient des tenancières de paille faire de la prison à leur place pour continuer à être dans la rue puis continuer à runner leurs établissements. C'était une pratique qui... Pas le temps de prendre un congé, moi, là. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas prête, là. Ça me tente pas tant d'aller chiller en prison. C'était une pratique qui a été utilisée par beaucoup de tenancières, dont Madame Anna Labelle, la tenancière qui se promenait en cour de poêle à la cour municipale. Elle faisait beaucoup ça. Une autre pratique dans le milieu policier, aucun suivi pour les récidives.
Donc, ils arrêtaient des vagabondes dans la rue, des prostituées. Non, mais ils arrêtaient des prostituées, des tenancières, des croupiers d'établissements de jeu. Et ces gens-là étaient arrêtés, mais n'étaient pas chiffrés dans l'identification judiciaire, qui s'appelait alors le bertillonnage. Ça, c'est le processus parce qu'ils prennent des photos de ta tête, là, puis ils prennent tes empreintes digitales, puis tout ça. Donc, si ces individus-là étaient arrêtés une deuxième fois, les policiers n'avaient aucun moyen de le savoir. Oh! Et c'est bien fait de la vie, hein? Pratique. Oh, c'est pratique! Alors, il y avait T'as aucun... déjà été arrêté? Non! Pourquoi Et tu parles? en plus, il n'y avait aucun suivi auprès des dits individus pour s'assurer qu'ils sont retournés dans le droit chemin par la suite. Fait qu'on retournait pas checker si le croupier était revenu à son travail au 1244 rue Stanley. Ou si c'était trouver un travail juste. Oui, comme Payé en haut de la caissier table. chez une épicerie, Ouais. chez IGA, Chez Steinberg. chez Steinberg. Ensuite, immunité complète pour les propriétaires d'immeubles. Par exemple, Marc Laurando, dans le podcast dont j'ai parlé, raconte l'histoire d'un homme qui était un médecin, qui était un très éminent médecin, et qui possédait des immeubles où étaient organisés des bordels. Et là, ben, ce monsieur-là, quand il se faisait questionner, il disait que, ben, il savait pas qu'il y avait cette affaire-là, qui... Bon, C'est bon, Ok. je n'avais pas là. non, je Je suis suis pas un là! médecin, j'étais occupé à réparer des gens. Puis là, les policiers, ils regardaient leur montre, là, puis ils étaient comme... Ouais, c'est le temps de District 31, puis de boire mon whisky, fait que c'est correct, tu peux retourner chez vous. Ah, Puis ce retourne chez monsieur-là, il était jamais réarrêté par la suite, puis il avait pas de suivi, puis il allait pas vérifier si... Non, c'était pas grave. Donc, Lui aussi, il peut retourner Immunité regarder complète. District 31, puis ben oui, fait que fumer ses cigares. si tu possèdes un établissement où il y a des trucs illégaux dedans, t'as juste à dire que tu savais pas que ça arrivait. Ça arrivait là, puis moi, je regardais par là, fait que j'ai rien vu. Ben moi, je suis C'est bon. médecin, puis je fais d'autres choses, puis je suis occupée, puis je peux pas savoir ce qui se passe dans ma maison. Ouais, j'ai aidé quelqu'un à coucher. Ah! Check ça, je suis plein de sang. Tu sais ça, mais je sais pas d'où ça vient. Alibi. Alibi, je suis Ali- plein de sang. Voilà, alibi. Ah. Ah! En plus, il y avait l'histoire des cadenas. L'histoire des cadenas, c'est mon préféré. Il arrivait que des tenancières donnent aux policiers des fausses adresses. Par exemple, là, tu te fais arrêter, là. Puis là, c'est comme, c'est quoi l'adresse de la maison ici, madame? Ah oui, on est au 2018 rue Mont-Royal-Est. Mais en fait, on est au 2020 rue Mont-Royal-Est, puis il n'y a pas de 2018 rue Mont-Royal-Est. C'est une première affaire. Fait que là, les policiers, ils devaient aller mettre un cadenas à la porte de la place, là, pour que ça arrête de fonctionner. Mais là, si tu te pointes là-bas pis que ça existe pas, le 2018 rue Mont-Royal-Est, ou si tu veux le mettre ton maudit cadenas, Hein? bon, fait que tu fais semblant ou tu le mets pas. Dans un arbre, sur un pas. lampadaire. Mais là, ne vous méprenez pas. Il arrivait aussi que les tenancières donnent la vraie adresse, bien sûr. Puis là, le policier remplissait son rapport pour dire que la porte du 2020 rue Mont-Royal-Est avait été cadenassée. Oui. Comme ça, là. Bien sûr, bien sûr. Selon les règles de l'art, oui. Comme ça, l'édifice est condamné, là, Le cadenas de vélo, là, vert, Oui, c'est ça. acheté chez Canadian Tire. Exactement. Les Les bains schlicks, serrés, là. les tenancières, les prostituées pourront plus rentrer là, ça pourra plus opérer. J'aurais pas donné la combinaison. Mais en fait, il arrivait que le policier, il mette le cadenas sur la porte d'un garde-robe, ou sur la poignée de la porte de la salle de bain, ou sur la poignée d'une porte d'armoire. Fait que là, ils ont posé un Mon cadenas! café! Non! Oh, il a barré l'armoire avec les tasses! Non, on peut plus aller aux toilettes! Fait que là, après ça, le policier, lui, dans ses J'ai mis un tâches, cadenas. il avait mis un cadenas, il a rempli son rapport. Dans Ah! ses tâches, après, il fallait qu'il retourne pour vérifier que le cadenas il était solide. Tac-tac. Oui, je suis venu Et- poser un cadenas hier. Oui, c'est vrai, venez-vous-en, il est encore sur la porte d'armoire là, puis il pesait dessus. Cool, il est encore bien installé, il est solide. C'est correct, on est correct. Ouais, regarde là, on l'a mis, là, sur la bibliothèque, là. Oui. Ça, c'est un très beau mantelpiece. Il est vraiment beau. On le nettoie tous les jours pour qu'il y ait de la poussière dessus. Fait que, là, on rit, là, mais c'était vraiment une affaire qui se faisait, là. Fait que soit tu donnes une fausse adresse, soit tu dis, OK, oui, je sais c'est où, tu sais, mais je vais Oh mettre un non. cadenas à la porte là, puis c'est une porte de garde-robe, puis c'est comme, bon, on a mis le cadenas à la porte. Voilà, On a mis le cadenas à la porte, on est-tu correct? On est correct! on est correct. Personne va venir checker, c'est à nous autres de venir vérifier si C'est c'est à moi encore de là. reconnaître que mon cadenas est encore là. Je confirme, c'est mon cadenas. Et là, juste pour faire du name dropping, parce que la commission d'enquête, bien sûr, ils ont publié leur rapport, j'ai lu leur rapport. Donc, l'histoire du 2020 rue Mont-Royal-Est avec les portes d'armoire qui étaient cadenassées, c'est une vraie affaire. Le policier qui avait fait ça s'appelait Arthur Hébert. Oh, Arthur! Arthur! Sacré Arthur! Donc, c'est dans le rapport de la commission Caron qui est disponible en ligne. Donc, on n'est pas en train de faire de la diffamation du tout. C'est des Non, informations son nom, il est publiques, dedans. c'est disponible en ligne. Ça a 619 pages, le rapport de la commission d'enquête. C'est très intéressant. Alors, c'est l'essentiel des incartades commises par des policiers dans le cadre de leurs fonctions, qui sont mentionnées dans le rapport de l'enquête Caron. Pour l'anecdote, j'ai envie de vous raconter 2 autres histoires qui ont aussi eu lieu, mais qui n'ont pas nécessairement été couvertes par la commission, juste pour compléter le portrait de l'irresponsabilité de certains membres du service de police. Let's go! J'adore l'histoire des cadenas en passant, c'est magnifique. Oui, je sais, moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que, d'abord, en mars 1948,
Un agent de l'escouade de moralité du nom de Dufresne a été suspendu pour 2 mois et muté au service régulier par l'état-major de la police. Mais qu'avait-il fait, le pauvre? Qu'avait-il fait, le petit coquin? Le petit coquin, il avait fait une descente dans une maison de désordre et en avait profité pour coucher avec une prostituée. Oh, il avait testé la marchandise! Il avait testé la marchandise et il avait dit, lorsqu'il s'était fait pogner, qu'il pensait que ça allait, et je cite, « aider leur cause ». La cause à qui? C'est pas la cause à qui. Alors donc, c'est ça, il a été muté au service régulier et suspendu pour 2 mois. Bravo, Dufresne! Deuxième et dernière anecdote, j'ai visité le musée de la police du SPVM, j'en ai parlé, pour faire de la recherche sur le milieu policier en 1947, et le policier qui m'a fait faire le tour, il m'a instruite, tabarnouche, m'a instruite sur le milieu policier, il s'appelle Jean-Marc, on le salue. Bonjour! Il m'a raconté qu'il a déjà été agent pour l'escouade de moralité dans les années 70. Donc, ça a duré jusqu'aux années... Oui, oui! Et un soir, il a fait une descente dans un spot de gambling illégal, et il a saisi, disons, 5 000 $. Le chiffre est pas important pour l'anecdote. Il a rempli son rapport en rentrant au poste et a remis les 5 000 $ comme pièce à conviction, comme exhibi, comme dirait Babine dans le District 31. Exhibi, c'est pas un mot! Pièce à conviction. Pièce à conviction, guys. Et, en remettant l'argent, Jean-Marc s'est fait demander combien il avait saisi au total. Il a dit 5 000 $. C'est écrit sur le papier. C'est écrit là. L'agent au comptoir des exhibis, qui prenait le cash, il a ri, puis il a dit « Ben non, là, pour vrai. Combien t'en as saisi? » Et apparemment, c'est parce que c'était d'usage de dire que t'avais saisi 5 000 $, quand en fait t'en avais saisi 7 500, puis que t'avais gardé une petite somme dans tes poches. Oh! Que tu t'étais mis un petit snack! Tu t'étais gardé un petit snack. Mais bon, le cher policier qui m'a fait visiter le musée de la police, lui, il était pas au courant de ces pratiques-là. Lui, il était honnête. Il était honnête, lui. Et là, ça s'est passé dans les années 70, donc au moins 20 ans après la commission Caron, il y avait encore la collusion et la corruption dans le milieu policier. Fait que, on peut en conclure, à mon humble avis, que c'est le genre de pratique qui existait déjà en 1940, mettons, aussi. Je pense que c'est pas encore tout à fait parti. C'est possible que ce soit pas encore tout à fait parti. Alors, au terme de l'enquête Caron, 58 policiers sont cités, donc accusés. De ces 58, il y a seulement 20 qui ont été par la suite formellement condamnés et destitués, incluant le directeur Albert Langlois et l'ancien directeur Fernand Dufresne. Cela dit, selon les réformateurs de la commission Caron, comme Jean Drapeau au Pacifique Plante, le blâme n'est pas tant sur la police, mais surtout sur les élus municipaux, parce que ce sont eux qui ont permis des pratiques relâchées dans la police pendant aussi longtemps et qui ont aussi permis à l'escouade de moralité de faire un travail bâclé. Donc, shout-out à l'agent Dufresne, par exemple, qui voulait aider la cause des prostituées, et à l'autre... En leur donnant du travail! Oui, et à l'autre policier, Arthur Hébert, qui mettait des cadenas sur les portes d'armoire. Personne mange de gruau au matin! Non! C'est fini! Malgré ce blâme explicite mis sur les élus municipaux, le juge Caron ne recommande aucune sanction. Le problème, c'est que, pour accuser formellement les membres du comité municipal, mettons, il aurait fallu que l'enquête soit en mesure de formuler des accusations précises à l'égard des gens du comité le comité exécutif, bon, okay. Et les gens de la mairie. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup plus facile de faire des accusations formelles à l'égard des membres de la police parce qu'il y a des preuves, justement, d'ingérence et d'irresponsabilité dans la police. Donc, prouver que la politique a sanctionné ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de suspension ou de licenciement qui se font au sein du comité exécutif ou de la mairie de Montréal. À l'issue de l'enquête, les politiciens ne seront pas inculpés par l'enquête Caron. La responsabilité sera jetée exclusivement sur les chefs de la police. Oh! Vous êtes tout seul avec vos affaires. Yes. Cela dit, pour les réformateurs de l'enquête Caron, il s'agit quand même d'une victoire considérable. C'est un premier ménage qui laisse présager ce qui va prendre place dans les années 60. Quelques heures seulement après le dépôt de la conclusion de l'enquête Caron, soit le 25 octobre 1954, Jean Drapeau pose sa candidature à la mairie de Montréal. Oh, le coquin! Timing! Oh là là. Certains, dont le journaliste Jean V. Dufresne et le criminologue Jean-Paul Brodeur, disent que toute l'histoire de l'enquête de la commission Caron était en fait une plateforme pour permettre à Jean Drapeau éventuellement de se présenter à la mairie. Selon Marc Laurando, c'est beaucoup trop réducteur.
Il y avait déjà un climat d'insatisfaction au niveau de la politique et des réformes étaient de mise. L'opinion populaire allait dans le sens de la réforme. Donc c'est pas pour permettre à Jean Drapeau de se présenter à la mairie qu'ils ont mis sur pied toute cette histoire de commission d'enquête, c'est parce que... C'est un plan quand même intense. C'est un plan quand même intense et il y avait déjà un vent de changement et des vagues d'insatisfaction à l'égard des institutions, dont l'institution politique et policière. L'élection de Jean Drapeau et le tournant de la Révolution tranquille auraient quand même eu lieu sans la commission Caron. Ça a juste aidé les choses. Mais c'était un mouvement qui n'était pas arrêtable. Mais là... Inévitable. Pourquoi Jean Drapeau et non pas Pax Plante? Oui, hein? Oui, hein? Apparemment, Pax aurait fait un bon maire, tu sais. Je pense, puis je veux dire, il est assez populaire aussi Oui. avec la populace. Oui, mais il paraîtrait que c'est pas lui qui s'est présenté à la course à la mairie parce qu'il était trop extravagant. Donc j'en ai déjà parlé, lui, il aimait beaucoup les arts et tout, mais en plus de ça, il aimait beaucoup faire des croisières et il aimait beaucoup la compagnie des jolies femmes. Lui, il était pas marié, tu sais. Oh, il était pas marié! Non, il était pas marié, lui! Oh! Il avait des jolies maîtresses, et il aimait beaucoup le luxe et les croisières et tout. C'est un bon vivant. C'est un Claude Faneuf, c'est un bon vivant. Mais donc, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose. Non, mais en 1954, c'est important. Donc, Jean Drapeau, lui, était plus rangé, plus sage, il était marié, avait des enfants, avocat à succès. Il était un poster boy pour la réforme, on s'entend. Tout de suite après son élection, Jean Drapeau fait de Pax Plante son chef de police, pour remplacer Albert Langlois qui a été saqué. Haha! Ah! Il a fini par l'avoir! Oh, how the tables have turned! Oh! Yes! Et ils sont au pouvoir à Montréal pour instiguer le changement qu'est la Révolution tranquille. Ou du moins semer les graines. Et les deux filent le parfait bonheur pendant 3 ans. Mais... 2 événements en 1957 sonnent le glas pour Pacific Plante. Oh non! D'abord, Albert Langlois, l'ancien chef de police du service de Montréal. Il était pas content. Il est pas content. Et il réussit à renverser en appel la décision du juge Caron et il est réinstitué à la tête du service de police de Montréal. Fait qu'il prend sa job. Il reprend sa job. Il reprend sa job à Pax Plante. Je l'aime pas, ce monsieur-là! C'est correct. Ensuite, lors de l'élection municipale en 1957, Sarto Fournier est élu à la mairie et remplace Jean Drapeau. Oh non! Sarto Fournier n'est pas un progressiste axé vers le changement, mais plutôt, selon Marc Laurando, il serait un homme de paille pour Maurice Duplessis. Oh. Et c'est des idées pas mal opposées à celles de Jean Drapeau et Pax Plante. Oui. Donc, Sarto Fournier chasse Pax Plante de la police et le justicier de Montréal s'exile au Mexique, où il va vivre en reclus jusqu'en 1976. Pourquoi s'exiler aussi longtemps? Ouais, Jean Drapeau est parti au Mexique. Non, Pacific Plante. Ah, Pacific Plante, excuse-moi. Oui, Pacific Plante est parti au Mexique. Pourquoi s'exiler aussi longtemps? Surtout parce qu'il a peur pour sa vie. Oui. À ce point-là? Oui. Il y a une part de paranoïa qui entre en ligne de compte. Donc, oui, il avait clairement entravé les activités du crime organisé et il considérait que sa vie était probablement en danger à cause de ça. Et la police devait pas être de son côté. La police n'était pas nécessairement de son côté, mais selon Marc Laurando, le changement des générations au sein du crime organisé aurait graduellement évacué tout risque réel pour Pax Plante. Mais malgré ça, il demeure très très paranoïaque et il va rester exilé pour la majeure partie de sa vie parce qu'il a peur des représailles du crime organisé. Il va revenir à Montréal en 1976 par contre pour participer à une autre commission d'enquête sur le crime organisé institué sous le gouvernement de Robert Bourassa. Pardon, c'est en 1972. Et Pax va insister pendant son séjour à Montréal à faire enregistrer toutes ces conversations qu'il a avec tout le monde, ever. Il a très très peur pour sa vie. La paranoïa avait pris le dessus. Mais on ne saura jamais s'il y avait réellement un danger parce que on n'a pas eu vent de vraies tentatives de nuire à sa vie là, à Pax Plante. Alors, il n'était possiblement pas en danger. Et malgré tout, il a passé la majorité du reste de sa vie au Mexique. Et c'est comme ça avec de la tequila. Avec de la tequila. Et c'est comme ça que se conclut l'histoire de Pacific Plante et de l'enquête Caron. Ah, mais c'était super intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Yes. Wow, j'ai appris tellement de choses. C'est vraiment intéressant, l'histoire des femmes dans la police, puis... Oui! Ah, les anecdotes de policiers un peu croches. Les anecdotes de policiers un petit peu croches, c'est vraiment très amusant. Puis si vous voulez aller lire la commission Caron, l'enquête, là, le document d'enquête, comme j'ai dit, ça fait 619 pages, c'est ben long. Et c'est aussi un peu plate et répétitif, mais justement, c'est la liste de toutes les preuves, toutes les incartades
et les preuves circonstancielles qu'il y a contre des policiers. Et c'est classé par type. Fait que dans les premières pages, t'as, mettons, la liste de toutes les personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils étaient des tenanciers et tenancières d'établissement, tu sais. Puis avec toutes les adresses. Puis après ça, il y a la liste de, justement, tous les policiers qui ont faussement cadenassé des places. Puis c'est classé par policier. Fait que mettons que c'est arrivé plusieurs fois à notre Arthur Hébert de tantôt, là. Il va y avoir 30 pages consacrées à juste Arthur Hébert. Toutes les fois, il a fait semblant de cadenasser des places. Par contre, on va passer à un autre policier. Ouais. Oh, wow! C'est très, très long, très, très exhaustif, mais c'est très intéressant. Puis à la fin, justement, il y a les conclusions, où est-ce qu'il conclut qu'il y avait de l'ingérence et de l'irresponsabilité au sein de la police de Montréal. On peut prouver ça, et où, justement, il y a des accusations qui sont faites contre Albert Langlois et Fernand Dufresne, entre autres. C'est vraiment fou! C'est fou comme histoire! Et vous pourriez apprendre que vous habitez dans un ancien bordel! Oui, vous pourriez! Il y en a beaucoup des établissements qui n'existent plus, parce qu'il y a eu toute la revitalisation du quartier latin. Le quartier latin, c'est essentiellement ce qui est sur les ruines du Red Light, exactement. Oui, comme si vous en rappelez aussi dans l'épisode de Monica la mitraille, on va se rappeler qu'il y avait beaucoup de démolitions à l'époque, justement pour essayer de se débarrasser du Red Light. Donc, vraiment une part de l'histoire montréalaise super intéressante. Yes. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé ton expertise et l'ampleur de tes recherches avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis, en tout cas, moi, j'ai adoré ça et j'espère que vous aussi, vous avez aimé qu'on mette tout ce crime dans votre café. Oui! Alors, si vous avez aimé, je vous invite à liker notre page Facebook, à nous suivre sur Facebook, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker nos images sur Instagram. Donc, sur Facebook, on est @unpeudcrime et sur Instagram, on est @unpeudcrime dans ton café. Et aussi, on vous rappelle, si vous avez un petit 2 minutes de lousse, si vous pourriez nous coter sur Apple Podcasts et notre page Facebook, c'est ce qui nous aide vraiment beaucoup à avoir de la visibilité, à agrandir un peu la communauté Un peu de crime dans ton café, qui a quand même beaucoup grandi dernièrement. Et si vous pouvez nous mettre une note et des commentaires, nous, ça nous aide vraiment beaucoup à pouvoir nous établir et avoir un peu plus de visibilité. Et sinon, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, maintenant, on va faire notre chronique spéciale, les 2 minutes de Babine. Yeah! Et si vous n'êtes pas un fan de District 31, ben c'est correct. Vous avez le droit. On vous aime quand même. Et on va vous dire à la semaine prochaine. Et pour les autres, c'est l'heure des 2 minutes de Babine! Alors, chers auditeurs, c'est l'heure des 2 minutes de Babine. Alors aujourd'hui, nous avons encore notre invitée spéciale, Roxane, qui est la super fan de District 31. J'espère un jour avoir un badge. Un badge de super fan de District 31. Non, un badge du SPGM. Signé par Laurent Cloutier, le OG gangster. Moi aussi, je veux ça. Oh. Patrick Latte, on t'aime. Oui. Oh. Alors aujourd'hui, c'est toi, Audrey, qui va nous parler d'un cas de Yes, quelqu'un qui est partner. sur le payroll de la mafia. Yes! Ouais. Moi, je vais vous parler de Nick Romano. Yes, sir, mon homme, vas-y fort. Pis là, full disclaimer, partner, là, moi, Nick Romano, je l'aime pas. Il est Non. sur le payroll des Italiens, pis il est arrogant. Oh my god. Il y a des Puis en gros plus- bras. Il a des gros bras, il vole le poon à Babine. Non! Non! Pas le pauvre à Babine! Il a de l'air d'un ancien joueur du CH. Fait que là, dans le plotline dont je veux vous parler aujourd'hui, Ouais. Nick Romano, il kidnappe mon poupou. Oh non, pas ton poupou! Il kidnappe Stéphane, parce que Stéphane, là, commençait à avoir le nez long. Parce que Stéphane, il avait commencé à enquêter sur un corps qui avait été volé, mais c'était pas le corps de n'importe qui, c'était le corps du chef de la mafia. Ouais. Fait que le corps avait été volé, mais là, Stéphane, il commençait à avoir des doutes que c'était le corps du chef de la mafia qui était dans le cercueil. Ah, mon Dieu, je sais, mais y a pas de doute à avoir. Ah, ok, oui, je comprends. Lui, il pense que le chef de la mafia, il est pas mort. Fait que là, il commence à fouiller, puis à fouiller, puis à fouiller. Ouais. Puis là, il demande l'aide à Nick Romano. Puis là, Nick Romano, il est comme... ok. Mais Nick Romano, c'est un tout croche. Mais là, Stéphane, il commence à trop se rapprocher. Fait que Poupou, il demande à Stéphane de venir prendre un verre avec lui Ouais. pour mettre leurs différends de côté. Mais là, quand Poupou y arrive, Nick Romano, il le kidnappe. Parce que dans le district 31, tout le monde se fait kidnapper! Sans arrêt.
À toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui se fait kidnapper. Tout le temps. Et là, Nick, il sort Stéphane de l'auto, puis il l'amène dans une maison, puis là, le chef de la mafia, il est là! Il était pas mort! Il était pas mort! Il était caché! Il s'était caché! Non, non, non! Puis là, Nick Romano, il explique que le chef de la mafia, il avait l'impression que sa vie était en danger. Fait qu'il avait demandé de l'aide à Nick Romano pour le cacher. Pour aller se cacher Alors, dans le steak Il l'a caché. caché. Il voulait gagner la compétition de cacher Mhm, Dans le steak caché. mhm. avec l'aide de Nick Romano. Alors, Stéphane, il accepte d'arrêter d'enquêter sur la mort du chef de la mafia. Et après, il arrive au poste, puis personne ne le croit. Mm. C'était l'histoire de Nick Romano qui a kidnappé Poupou. Ben voyons donc, ça s'est réglé aussi vite que c'est arrivé, toute cette niaiserie. Ah oui, oui, pis c'est un gros plotline. Ça commence au début de la 4e saison, pis ça, c'est comme épisode 52, là. Ah Mhm. bon! Je pensais que tout le kidnapping, c'était comme 5 minutes dans un épisode. Puis après ça, Ah tout oui, est oui, ça réglé. dure 5 minutes dans un épisode, Ah, bon, mais c'est ben. comme la conclusion de ce cas-là, Ouais. qui était comme l'obsession de Poupou, là. Ouais. Puis là, ça a été très facile de le convaincre d'arrêter de... De gosser juste ça. arrêter. Ouais, Puis il était juste comme, arrêter. fine, je vais retourner mettre de la mousse dans mes cheveux. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun avec cette histoire-là, c'est aussi que quand Poupou s'est fait kidnapper et mettre un sac sur la tête par les Italiens, puis s'est fait mettre dans un char tout croche, Mhm. il y avait des gens sur la rue qui l'ont filmé et qui ont envoyé ces vidéos à Jean Brière, le cher journaliste qui se mêle Oh tout le non, temps des Jean enfants qui Brière! ne regardent pas. Puis là, Ah, il y avait quelqu'un qui avait dit, ben là, il y a une vidéo de Poupou, puis là, ben, il faudrait plus que ça existe. Puis là, Laurent Cloutier est allé sur l'ordinateur de la personne, puis là, il a tout effacé son hard drive. Comment il a Voyons fait, donc! je sais pas, mais il est dans les services secrets, fait qu'il peut tout faire. C'est bien absurde comme histoire. ouais, Ok, j'aime ça. il a le bras long, Laurent Cloutier. Ah Ouais, ouais. vraiment. Mais il t'a réglé ça, ce problème-là, lui. Il y a plus rien sur son hard drive, le gars. Il peut pas faire de blackmail. À toutes les fois qu'il arrive quelque chose, t'as juste Laurent Cloutier qui pop d'un garde-robe pis il est Oui. comme... C'est réglé. Salut! Bang! Tire dans le pied, puis il s'en va. Ouais. Wow! Hey, c'était toute une histoire. Fait que c'était le kidnapping de Poupou par Nick Romano. Yes. Mhm. Il est sur le payroll des Italiens. Sur le payroll des Italiens. Fait que si vous êtes aussi sur le payroll des Italiens, chers auditeurs, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com pour nous dire aussi si vous êtes team Nick Romano ou team Popo. Team Babine. Team Team- Babine n'était même pas dans cette histoire-là, pas tout. T'es pas Team Laurent Cloutier. Oh, team Laurent Cloutier. C'est une bonne team. Team ça. Jean Brière. Il y en a peut-être, team Jean Brière. Alors, merci d'avoir été avec nous. Si vous êtes tanné des 2 minutes de Babine, écrivez-nous pour nous le dire. Ou si vous aimez ça, un peu de crime. Encouragez-nous. Si vous êtes Babine, écrivez-nous. Ben Oh oui. my god! C'est le plus beau jour de ma vie. Si Babine Dans ton veut venir survoi. raconter les 2 minutes de Babine, ça serait comme Babinception. Ce Ça serait serait écœurant. malade. On se revoit la semaine prochaine avec plus de 2 minutes de Babine. Fait que 14 mon homme. Ciao, partner.